Qu'elle grandisse dans des tours HLM ou dans des bourgs, une partie de la jeunesse française fait face aux mêmes obstacles. Inégalité, discrimination et sentiment d'être assignée à résidence. D'un côté, les quartiers populaires, souvent surexposés et stigmatisés. De l'autre, la ruralité, 88% du territoire, majoritairement invisible et fragilisé. Et pourtant, dans le débat public, tout semble les opposer. Alors, ces jeunesses sont-elles vraiment si différentes? Et au fond, à qui profite ce récit des deux France? Au micro, la voix est libre. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui au centre Toffoletti à Bagnolet. Et au micro des invités ancrés aux quatre coins du territoire, Clémentine Guilbault-Demaison est créatrice du podcast Vie de maire, consacré à ceux qui font vivre la démocratie locale. Vous êtes aussi chef de projet pour le think tank Destin commun, qui étudie les freins et leviers de la cohésion sociale en France. Cap à l'ouest, Arnaud Platel est conseiller municipal à Plomelin dans le Finistère. Vous alertez sur le sentiment d'exclusion dans la ruralité et défendez l'idée d'une approche commune de ces territoires. Mamassi est éducatrice spécialisée en région parisienne. Vous créez des ponts entre jeunes de quartier et monde rural. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un centre éducatif renforcé dans le Vercors. Et enfin, Youssef Benhamar est élu à Alonne, dans la Sarthe. La moitié de la ville est classée comme quartier prioritaire, défenseur d'une éducation populaire. Vous travaillez au quotidien avec une jeunesse qu'on peine justement à classer entre tours et bourg. Et pour commencer, j'aurais voulu faire un petit tour de table sur la façon dont vous-même, vous avez peut-être vécu une sorte d'assignation en fait territoriale. Est-ce que vos origines territoriales vous ont déjà pesé dans la vie, dans votre parcours? Mamassi, par exemple. Absolument, notamment dans ma vie professionnelle. Ou même autre chose. Quand on me parle, la première chose qu'on me demande, c'est d'où je viens. Donc j'ai beau expliquer que je suis née à Étampes, dans le 91, on me demande toujours, mais oui, mais où? Où? Donc au-delà du territoire, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, quand on voit les gens, on a tendance à tenter de les mettre, en tout cas dans une case, de les assigner. Vous avez vécu la même chose peut-être, vous? Je ne sais pas d'ailleurs d'où vous venez. Est-ce que vous êtes originaire du Finistère et est-ce que ça vous a pesé? Oui, tout à fait. Alors pas dans le domaine professionnel particulièrement, mais plutôt dans les études. Quand je suis arrivé à Paris, donc à Sciences Po Paris, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé, c'est-à-dire le sentiment de ne pas avoir les codes en tout cas. C'est-à-dire dès l'oral, finalement, où j'ai senti ça. Et ensuite, à l'école, enfin, pour vous donner une anecdote, on m'imitait carrément. Donc, j'avais un peu ce sentiment de pas être comme les autres et de pas être à ma place. Donc, sur une question d'accent, oui. Physiquement, de vêtements, qu'est-ce qu'il y a? Un peu de tout, J'avais du gel dans les cheveux, une boucle d'oreille, un petit accent. Donc, forcément, ça passait pas dans le milieu de Saint-Germain-des-Prés. Et vous êtes glissé justement dans le style Saint-Germain-des-Prés après? Il a fallu faire ça? Oui, je pense que oui, tout à fait. Pour vous, Youssef Benhamar, est-ce qu'il y a des moments où vous avez vécu ça comme un poids, le fait de venir d'Alonne, dans vos pérégrinations, peut-être en France? Bien évidemment, et je dirais que c'est une double assignation, moi, pour ma part. La première, c'est le fait de venir d'un quartier populaire, et puis aussi, de par mon faciès, d'être français d'origine maghrébine en l'occurrence. Effectivement, cette double assignation, elle a pesé dans ma jeunesse, mais je dirais que j'assume pleinement, ou en tout cas, j'ai réglé mes questions identitaires, et aujourd'hui, tout va bien, mais malheureusement, il y en a encore beaucoup pour qui ça pèse énormément. Comment, vous dites que vous les avez réglés, comment vous les réglez? Si vous devez donner des conseils, on va en parler beaucoup aujourd'hui, mais à des jeunes justement qui ont cette double assignation dont vous parlez. Comme la collègue qui est avec nous sur le plateau, effectivement, moi, la question professionnelle m'a permis, en tout cas, effectivement, de m'émanciper et donc de faire des rencontres. Et je pense que c'est le fait de sortir d'un territoire, là en l'occurrence un territoire populaire, et de faire des rencontres qui nous permet effectivement de s'assumer pleinement et puis de se sentir pleinement dans la République et dans la société, quoi. Clémentine, est-ce que vous-même, alors vous n'êtes pas issue forcément de la ruralité ni d'un quartier, mais est-ce que vous-même, vous avez vécu ce genre d'expérience ou est-ce que vous estimez qu'il y a des territoires qui échappent à ça? Moi, personnellement, je l'ai plutôt vécu par procuration, puisque ce sont mes grands-parents qui habitent dans l'Indre, dans un des pires déserts médicaux. Et quand on atteint les 90 ans, c'est très difficile de faire 1h30 de voiture pour se déplacer et voir un spécialiste. Et ça, je pense que beaucoup d'autres Français qui ont aussi de la famille en ruralité peuvent le vivre.
Et plus généralement, là, ce dont on parle, des différentes contraintes et des discriminations qui portent envers différentes catégories de Français, nous, on l'a particulièrement étudié à Destin commun sur la ruralité. Donc, nous avons mené un sondage auprès de 3000 personnes, dont 1500 ruraux, et également des enquêtes qualitatives, donc des groupes de discussion avec de nombreux Français qui habitent à la campagne. Et un chiffre vraiment qui m'a surpris, c'est que 31% des ruraux disent qu'ils ont déjà vécu des discriminations qui sont liées à leur appartenance régionale ou à leur accent aussi. Et ce chiffre monte à 68% chez les jeunes. Donc on voit qu'il y a un rapport, et probablement en effet, c'est quand on est jeune que via les écoles, via les études, on est confronté à une plus grande diversité de points de vue et notamment à des discriminations qui sont très difficiles à vivre dans son parcours de vie. Est-ce qu'on peut imaginer que le fait que dans un quartier, qu'on vienne d'un quartier, qu'on soit issu de la diversité ou qu'on vienne de la ruralité, comme on subit nous-mêmes des clichés, on va être plus sensible et donc moins reproduire ces clichés sur les autres? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un intérêt, de moins tomber dans les clichés quand on va peut-être regarder la ruralité depuis un quartier ou regarder les quartiers depuis la ruralité, ou c'est complètement l'inverse? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est l'inverse. Parce qu'il y a aussi ce truc qu'on se dit, c'est tellement ancré en nous qu'on pense presque que c'est normal. Moi, je pense qu'en réalité, de manière très simple, tout le monde a des clichés, tout le monde fait des clichés sur un peu tout. On a tendance à imaginer que quartier rime avec insécurité, avec assistanat ou autre. On se dit, la ruralité, eux, ils vivent entre eux. On parle souvent justement de gens ouverts. On a l'impression en réalité que dans le milieu rural, ils sont qu'entre eux. Ils vivent entre eux et ils sont un peu déconnectés. Il y a leur monde et il y a le nôtre. Donc, je ne sais pas si le fait de l'avoir vécu, justement, ces difficultés-là, nous amène aujourd'hui à imaginer les choses autrement. Je pense qu'on continue. C'est quelque chose à reproduire. On continue à reproduire. Ces représentations. Au lieu de penser le territoire comme quelque chose où, justement, c'est les gens qui font le territoire, on fait l'inverse. C'est ça qui est hyper paradoxal aujourd'hui dans notre mode de fonctionnement. Et Arnaud, votre réaction là-dessus? Tout à fait, on est toujours bourré de clichés. Alors d'abord, quand on vit dans son milieu et quand on regarde l'autre, Mama parlait d'insécurité. Moi, je me souviens que, justement, depuis mon village, le quartier populaire d'à côté, c'était Chicago. Enfin, vraiment, c'était cette image-là. Et puis après, même si Vous y alliez ou pas? Et non. C'est-à-dire l'assignation à résidence, elle est volontaire parfois. C'est-à-dire, on évite d'aller aussi là-bas parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas y aller. Je ne sais pas si l'inverse, mais Mama, tu en as parlé, est vrai. Mais encore maintenant, on ne peut pas échapper aux propres clichés qu'on a, même quand on le fait avec bienveillance. Voilà, je pense. Moi, quand j'étais plus jeune, on me disait que les agriculteurs, c'était des racistes. Donc, du coup, même moi qui habite Étampes, qui est entre la ruralité et le quartier, il y avait un vrai mur, il y avait le mur de Berlin entre nous, où pour moi, honnêtement, de l'autre côté du mur, c'était pas pour nous. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu, parce que c'est intéressant, vous avez créé une initiative, essayer de faire un lien entre jeunes de quartier et agriculture. À quel moment vous vous dites, en fait, il faut recréer des ponts? On en discutera un peu plus tard, mais là, ça m'intéresse par rapport à ce que vous dites. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait une rencontre. C'est à travers la rencontre en fait d'un agriculteur qui m'a sollicité parce que justement, la période post-Covid, les agriculteurs voulaient participer un peu à la solidarité nationale et ils avaient des aliments à distribuer. Donc, ils savaient que j'étais un acteur éducatif sur le territoire. Donc, ils m'ont contacté en me disant, écoutez, madame, si on vous suit, on sait ce que vous faites et on aimerait vous donner un coup de main, notamment sur la période dite post-Covid. On a des aliments à donner aux habitants. Et je leur ai dit, ah bon? Enfin, j'étais très surprise déjà que les agriculteurs pensent au quartier populaire, parce que je pensais que c'était pas possible. Et donc, en échangeant avec eux, je leur ai dit, mais c'est marrant en fait, parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Et en échangeant, j'ai su que, en réalité, eux-mêmes avaient différentes difficultés, notamment de recrutement. Puisque certains agriculteurs, lorsqu'ils sont en période justement où un peu plus vite, ils ont besoin de recruter, et ils vont chercher des gens des pays de l'Est. Et je leur ai dit, mais comment c'est possible de recruter aujourd'hui sur vos terres des gens des pays de l'Est alors que dans nos quartiers populaires, le taux de chômage clairement explose. Et je leur ai dit, OK, pour qu'on récupère une partie des denrées que vous souhaitez distribuer. Cependant, nous, on ne fonctionne pas dans l'assistanat. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de faire la manche. On n'est pas en train d'attendre gentiment que quelqu'un nous donne. Il faut qu'on réfléchisse à une action qui permettrait, à un moment donné, d'être dans du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Et on a organisé une grosse action, justement, dite solidaire, avec une partie des agriculteurs qui nous donnaient une partie de leur production. Et l'idée de la phase 2, qui n'est pas encore complètement réalisée, mais c'est l'idée, c'est de dire, on va aller une journée, donc les 15 associations des 15 territoires qui ont participé, aller donner un coup de main dans les différentes fermes pour aller donner un coup de main aux agriculteurs.
Très bien. Alors pour revenir juste sur cette question des tours et des bourgs, j'aimerais qu'on définisse bien les territoires pour lesquels on parle. Et justement, on a entendu François Ruffin utiliser cette expression, la France des tours et la France des bourgs. Il se trouve qu'il y a aussi toute une France qui est inclassable en fait dans une catégorie ou l'autre. C'est le cas en fait du village d'Allonnes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du village de la ville d'Allonnes? La ville d'Allonnes. je vais rentrer sur Allonnes et je vais me faire tirer les oreilles. Déjà, dans un premier temps, moi j'attache beaucoup d'importance aux mots et je dirais que les mots sont importants. Déjà, lorsqu'on dénomme ces territoires, on parle de France périphérique et de quartiers dits sensibles. Je pense que déjà, nous-mêmes, déjà, dans notre approche, déjà, on clive déjà deux territoires. Et ce qui accentue, je dirais, ce clivage, c'est aussi les questions sociales et la paupérisation de ces deux territoires qui amènent à un moment donné les populations à s'opposer les uns vis-à-vis des autres. Et on a aussi le politique qui alimente tout ça et on le voit. On va en parler. On l'a vu sur les élections municipales. On a eu effectivement beaucoup de sorties sur des politiques qui ont voulu opposer ces deux territoires. Moi, de par mon expérience, je mets en place des ateliers d'écriture et sorti des attentats de Charlie Hebdo, une enseignante me demande de venir en milieu rural, pas très loin de la ville d'Allonnes, dans un lycée agricole, une MFR, maison familiale et rurale, pour donner des ateliers d'écriture auprès de jeunes ruraux. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est leur problématique qui était quasi similaire aux habitants des quartiers populaires. Et là, je me suis dit, moi-même, j'étais renfermé dans mes propres représentations et clichés, en me disant qu'effectivement, les ruraux étaient plutôt privilégiés. Et je dirais même que les problématiques étaient les mêmes. Il y avait même une problématique qui était peut-être supplémentaire à celles et ceux qui habitent dans les quartiers populaires. C'est la question de l'enclavement et du transport, notamment la question de la mobilité. Même si dans les quartiers populaires, on peut avoir des transports, mais il y a d'autres freins peut-être qui amènent les gens peut-être à pas sortir de leur territoire. Et très vite, je me suis dit qu'il y avait énormément de points communs et de choses qui pouvaient réunir ces deux territoires et qu'il fallait expérimenter des choses et pas hésiter à créer des rencontres et des liens entre ces deux populations. Donc vous êtes à la limite en fait entre deux territoires, mi-campagne, mi-QPV, mais il y a aussi en fait, et je pense que c'est peut-être ce que vous avez pu constater, des parcours qui sont hybrides au-delà du territoire, des parcours qui vont d'un lieu à l'autre et qui fait qu'en fait les opposés n'a pas vraiment de sens. C'est ça que, notamment, un des clichés, on parlait actuellement des clichés qui portent sur les ruraux ou sur les jeunes de quartier ou d'autres territoires. Et ce qui est frappant dans l'étude, c'est que justement, un des clichés qu'on peut avoir sur la ruralité, c'est que ce sont des personnes qui vivent dans leur village, qui n'en sortent jamais et qui naissent et meurent au même endroit. Et en fait, les stats, elles montrent le contraire. Elles montrent que les gens qui habitent à la campagne, généralement, habitent beaucoup plus loin du lieu où ils sont nés. Et également ont vécu dans plusieurs autres endroits. Donc il y a en effet une certaine assignation à résidence à certains moments de sa vie, mais il y a aussi une obligation parfois de partir de chez soi parce que il faut aller étudier, parce que dans ces territoires-là, on n'a pas accès à des écoles facilement, et dès qu'on va avoir des parcours particuliers. Et aussi quelque chose qui, je pense, va contre les clichés, c'est le fait que habiter en ruralité, par exemple, est davantage choisi que le fait d'habiter en ville. On a tendance à parler souvent d'une ruralité subie, alors qu'en fait, c'est 79% des ruraux qui choisissent où ils habitent contre 72% des urbains. Ok. Ça a fait écho à votre expérience. Je pense à la mobilité et au fait qu'on a peut-être moins de chances et moins de propositions éducatives quand on vient d'une petite commune rurale. Ah oui, tout à fait. La question de la mobilité, elle est essentielle quand on parle des ruralités. C'est pour ça que je suis d'accord sur les problématiques communes. Je veux dire, là-dessus, elles sont beaucoup plus importantes que les différences. Mais il est quand même important aussi, pour pas les invisibiliser, de parler des problématiques spécifiques à ces types de territoires. Moi, après, je suis pas spécialiste des quartiers populaires, mais il y a peut-être aussi des problèmes de mobilité dans certains de ces quartiers-là. Mais en tout cas, ça concerne quasiment toutes les ruralités. Les problèmes de transport, donc la dépendance à la voiture, donc la dépendance au prix de l'essence, aux assurances, au contrôle technique, enfin tous ces effets de bord qui sont concernés. Et donc, comme vous le dites, aussi sur le rapport à l'école. Quand vous êtes obligé de faire des kilomètres et des kilomètres, alors, soit il n'y a pas de bus, enfin il y a des bus, mais vous êtes obligé de l'attendre, il passe une fois par heure, soit vous avez la chance d'avoir une voiture, vos parents ont une voiture et vous accompagnent jusqu'à l'âge de 20 ans quasiment, si vous n'avez pas le permis. Le permis est essentiel. Donc, et là-dessus, après, vous avez toutes les conséquences qu'on soupçonne peu sur le fait que, on choisit pas certaines écoles, on choisit pas certains emplois, parce que de toute façon, ils sont trop loin. Voilà.
Est-ce que, je vais pousser un peu la réflexion, est-ce qu'à ce moment-là, du côté des quartiers, on ne peut pas se dire que quand on est dans le 93, on a aussi une certaine chance par rapport à cette jeunesse-là? Mais clairement. C'est des problématiques communes en réalité, mais elles sont quand même un peu différentes. C'est vrai que s'il y avait 3 points sur lesquels moi je pense qu'on peut aujourd'hui clairement, en tout cas dire les choses très clairement, c'est la mobilité. Nous, c'est pas qu'on n'en a pas, c'est que c'est saturé, mais on en a quand même. Ce qui n'est pas du tout le cas, effectivement, dans la ruralité. La question de l'éducation, nous, oui, c'est pareil, il y a des problèmes aujourd'hui à remplacer les profs et autres en banlieue. Mais dans la ruralité, c'est encore pire. Il y a des classes qui ferment parce qu'il n'y a pas assez d'enfants. Donc, et après, c'est la santé. La santé, aujourd'hui, les déserts médicaux, pour moi, ils sont au même endroit. Que ce soit au niveau de la ruralité ou au niveau des QPV, les difficultés sont les mêmes. Seine-Saint-Denis, premier désert médical, de ce que j'ai compris. Oui, voilà. Absolument. Donc, c'est vrai que, mine de rien, je pense que dans notre malheur, le malheur des QPV, on est quand même un peu mieux aussi qu'en ruralité. Je pense. Sur certains aspects seulement. Enfin, je ne veux pas prendre la parole comme ça, mais allez-y. c'est là où on parle justement de l'importance aussi de nommer des problèmes spécifiques. Je pense qu'il y a des problèmes que nous, à l'inverse, on ne connaît pas dans les ruralités. C'est peut-être... ça va paraître cliché justement parce qu'on le disait au début, mais les discriminations peut-être, je sais pas, enfin tu sais mieux peut-être que moi vis-à-vis des quartiers populaires, mais les discriminations, peut-être le chômage, le mal logement, les difficiles relations police-population. Je pense que là-dessus, en tout cas, on peut parler de vraies différences. Complètement d'accord, complètement en face. C'est pour ça que j'ai nommé volontairement les 3 points que j'ai cités là, parce que c'est des problématiques communes qu'on peut rencontrer. Après, si on doit rentrer un peu plus dans le détail et parler de discriminations qui sont des vrais freins aujourd'hui à l'insertion sociale et professionnelle en France aujourd'hui de notre jeunesse, oui, là on va rentrer dans de vraies discriminations. Elles peuvent être raciales. Ça peut être des discriminations qui sont liées au territoire. Ça peut être des discriminations. Aujourd'hui, c'est vrai que sur la notion du racisme, parce qu'on en parle quand même, c'est un vrai sujet aujourd'hui en France. Moi, je pense que la première cause de racisme en France, elle est surtout, c'est clairement social. Je pense qu'elle est sociale. Avant même les origines et autres, je pense qu'aujourd'hui, on a une difficulté effectivement à parler de pauvreté. Et c'est ça qui nous met aujourd'hui en lien. On va plus facilement accepter un pauvre issu de la ruralité qu'un pauvre issu des QPV, étonnamment. Parce que quand on regarde effectivement en termes de chiffres, en termes de difficultés, on aurait tendance à dire que la pauvreté dans le milieu rural, elle est invisibilisée. Alors qu'en réalité, la pauvreté dans les QPV, elle est visible. Parce que dans les QPV, on a tendance à mettre pauvreté et assistanat dans la même phrase, ce qui n'est pas le cas dans la ruralité. Parce qu'effectivement, si on revient sur la notion de cliché, on a l'impression que quand on est issu de la ruralité, on est plutôt aisé. Puisqu'on va se dire c'est des enfants souvent d'agriculteurs, donc ont les moyens. Sauf que c'est pas la réalité. Youssef Benhamar, ça vous fait réagir, ça, quand même, de s'imaginer que dans la ruralité, justement, on pense qu'on est aisé, et peut-être revenir sur les freins de la jeunesse dans votre ville. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, vous avez parlé du mot qui me dérange un peu, c'est le mot chance. Oui. Moi, c'est un mot qui me dérange lorsqu'on parle de la question de la chance. Moi, je parlerais plus des opportunités. Et effectivement, d'un territoire à l'autre, la question des opportunités n'est pas la même. Je prends 2 exemples concrets. Il est très difficile aujourd'hui pour un jeune de quartier prioritaire de trouver un stage, au même titre qu'il est très difficile pour un jeune issu du milieu rural de trouver un transport pour pouvoir se rendre à un lieu précis. Je précise, 38% des jeunes ruraux ont déjà renoncé à l'entretien d'embauche aussi faute de transport. Bien pour sûr. la ruralité. Et on sait que les freins sont différents pour les quartiers. Mais au bout du bout, les problématiques restent la même. Et donc, du coup, les opportunités ne sont pas les mêmes. Vous avez effectivement parlé de la question de la discrimination, mais c'est une réalité qui nous frappe vraiment dans les quartiers populaires. Et à l'inverse, on peut aussi renvoyer aussi en milieu rural où on aurait une frange de la population blanche plutôt aisée, plutôt privilégiée, parce que des ponts ne se créent pas, et on a 2 populations, et je dirais que la situation pour ma part s'aggrave parce qu'il y a de moins en moins je dirais de liens qui sont faits à travers le sport, à travers la culture, et je suis également adjoint en sport dans la ville d'Allonne, et je me rends compte que sur les terrains de foot, pour ne prendre que cet aspect du sport, mais qui est révélateur aussi des maux de la société, il
il est de plus en plus compliqué, je dirais, d'avoir des matchs de foot qui sont mélangés entre rural et quartier prioritaire. Pour quelle raison ? Parce qu'on a deux populations qui se renvoient les clichés des représentations des uns vis-à-vis des autres, où on a effectivement certaines personnes des quartiers populaires qui vont dire on va jouer en campagne et donc chez le club raciste, et à l'inverse, on va accueillir nous le club des quartiers prioritaires, le club des Noirs et des Arabes. Et c'est une réalité aujourd'hui qui nous saute à l'esprit. Et malheureusement, je le vois dans nos territoires, il n'y a pas 15 jours ou 3 semaines où sur la presse locale, on entend qu'il y a eu soit une bagarre, soit des propos racistes d'un côté ou de l'autre. Et c'est une réalité qui nous saute à l'esprit de plus en plus, quoi. Vous voulez réagir là-dessus ? Oui, en fait, je voulais plutôt réagir sur l'aspect la ruralité et la pauvreté. En fait, il y a quand même une différence aussi de taille et d'explication de ces territoires. C'est que quand on parle des quartiers prioritaires, on parle de 8% de la population française. Donc, c'est forcément un peu mieux ciblé. On sait un peu mieux de quoi on parle. On sait qu'effectivement, c'est des endroits où il y a des problèmes sociaux et de pauvreté. Mais quand on parle de la ruralité, on parle de 33% des Français, on parle de 88% des communes. C'est énorme. Donc, c'est aussi des réalités qui sont très diverses. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits pour faire des typologies de types de ruralité. Et donc, quand on parle de ruralité, on peut très bien parler d'anciens endroits ouvriers qui sont aujourd'hui, qui peuvent des fois avoir des énormes difficultés et beaucoup de pauvreté réelle et matérielle chez ces personnes-là. On peut aussi parler d'endroits où des anciennes campagnes productives qui ne le sont plus actuellement et où on va avoir beaucoup de retraités qui vont avoir des difficultés dans ces déserts médicaux. Mais on a aussi des ruralités qui sont touristiques et là où en effet, au contraire, les jeunes vont avoir de la difficulté à se loger. Donc voilà, juste pour faire un petit topo sur ces différents types de territoires parce que ça me paraît important de parler des différentes problématiques rencontrées. Mais donc ça veut dire que c'est très difficile de les appréhender de façon homogène, donc même politiquement. C'est ça, tout à fait. Donc je trouve que là, l'approche est intéressante quand on parle plus à un niveau local, de se dire, OK, dans ce territoire, il y a quand même une question de densité de population qui est importante. C'est comme ça qu'on définit la ruralité. C'est-à-dire que c'est la grille de densité de l'INSEE, qui en fonction du nombre d'habitants par kilomètre carré, aussi de la proximité de grands pôles de population, va permettre de distinguer des communes qui sont rurales ou non. Alors pour revenir simplement sur ce que vous disiez, c'est intéressant, vous parliez donc de bagarres, de clashs. Comment vous désamorcez ? Parce que c'est en fait finalement tout un tas de discours politiques qu'il faut désamorcer. Et vous êtes au cœur du réacteur là. Je vais peut-être paraître un peu bateau, mais je crois que la question de l'éducation est primordiale. Et je crois que l'école a un rôle important. Nous, la particularité d'Alonne, c'est qu'effectivement, on est à la croisée entre, on appelle ça les villes périurbaines. C'est un peu, sociologiquement, c'est un peu la mode de parler comme ça, mais on a effectivement tout un pan de quartier politique de la ville, et puis à la périphérie des campagnes, des bourgs. L'avantage, c'est que, notamment à partir du collège, on a ce lien qui se crée parce que les jeunes les jeunes ruraux n'ont pas de collège directement, et donc forcément, s'ils font le choix de continuer dans l'école publique, ils sont obligés de venir, notamment là en l'occurrence à Lone, où on a 2 collèges, et donc forcément le lien se fait déjà à partir du collège, et je crois que c'est là que des choses doivent se créer, et on met en place beaucoup de choses à travers le mouvement associatif qui rentre à l'intérieur des collèges, et je pense que le sport et la culture sont souvent des outils d'émancipation et notamment qui permet de créer du lien entre deux populations. Et je crois beaucoup, moi en tout cas, à l'éducation pour essayer de désamorcer ces situations. Donc on parlait un peu de l'impact des discours politiques. On va peut-être revenir rapidement sur les municipales. On sort des municipales. Est-ce que vous estimez que les débats ont été à la hauteur des enjeux justement pour ces jeunesses issues de quartiers et issues des territoires, comme on dit ? Peut-être Arnaud, vous écoutez là-dessus. Dans la petite ville de Plomelin, comment ça s'est passé ? La jeunesse a été intégrée dans les débats ? La jeunesse était intégrée dans les débats et assez mobilisée en tout cas, puisque je plaide pour ma paroisse, mais en tout cas on a mené une liste qui était assez diverse en termes d'âge en tout cas, et qui était assez novatrice. Donc, c'est des mots un peu valises, un peu bateaux que je sors, mais qui ont assez mobilisé la jeunesse dans un territoire assez vieillissant quand même. Donc, c'est ça aussi qu'il faut noter positivement en tout cas. Mais alors, le paradoxe de ces municipales de façon générale et ensuite de façon particulière à Plomelin, c'est que de façon générale, les débats ont été très nationalisés aussi quand même, c'est-à-dire on a été de mémoire en tout cas de militants et d'élus, j'ai pas l'impression qu'on ait eu un débat aussi nationalisé. Par contre, si on scrute au niveau des territoires, et ça a été le cas du nôtre,
on voit quand même que ce qui intéresse avant tout les gens, et là aussi ça paraît bateau ce que je dis, mais il faut quand même le dire, ce sont avant tout quand même les sujets locaux, c'est-à-dire moi je crois vraiment, je me trompe peut-être que cette nationalisation du débat a été contre-productive sur ces municipales, et ceux qui ont gagné, ceux qui ont réussi, ou en tout cas ceux qui ont réussi à localiser. Voilà, je pense qu'on le voit aussi bien à Plomelin, comme on l'a vu à Sarcelles ou dans d'autres communes, où en tout cas le fait de, représenter localement les habitants, et deux, parler de sujets locaux, a en tout cas été victorieux, je pense, pour les candidats. Moi, je pense que la jeunesse, oui, elle s'est mobilisée. Après, est-ce qu'elle s'est mobilisée parce qu'elle a compris les enjeux? J'en suis pas certaine. Ce que moi, j'ai regretté sur ces élections municipales, c'est l'essentialisation qui a pu en être faite. Et d'ailleurs, on l'a vu au moment où certains élus ont été élus, en réalité, où 38 000 communes en France, mais on a parlé de 4 maires, dont un particulièrement qui a fait tous les plateaux, s'il faut le nommer, je parle de Bali-Bakoko à Saint-Denis. Et ce que moi j'ai trouvé triste dans ces élections, c'est de la manière dont on a tenté de réduire aujourd'hui le candidat ou les candidats. Le fait de se retrouver aujourd'hui dans une société où on parle de théorie du grand remplacement, où on parle de nouvelle France, moi je pense que c'est dangereux. Franchement, je pense que c'est dangereux. C'est dangereux pour la cohésion nationale, c'est dangereux pour la société, c'est dangereux pour l'avenir de notre jeunesse. Parce que du coup, on n'est plus en train de parler justement de comment fédérer, comment créer des rencontres, comment créer des moments où on arrive à faire commun. On est en train de se dire, c'est eux contre nous. Et je trouve que sur les municipales, c'est clairement comme ça que les choses ont été perçues, qu'elles ont été défendues et qu'elles ont été vécues. Mais est-ce que ce n'est pas un discours qui fait recette d'un point de vue électoral, tout simplement ? Et par ailleurs, à la Nouvelle-France, je pense qu'elle s'oppose aussi à la vraie France, le discours sur la vraie France du côté du Rassemblement national qu'on entend aussi sur le court terme. Ça a peut-être fonctionné là, sur des one-shots, j'ai envie de dire, mais est-ce que ça va fonctionner sur le long terme? J'en suis pas certaine, moi. À un moment donné, oui, peut-être que pour certains, ça a favorisé, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on sent que ça monte. On sent que ça monte sur le territoire. On sent qu'aujourd'hui, le pays n'a jamais été aussi clivé que maintenant. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, on est arrivé dans un truc où c'est tellement radical qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il faut choisir un camp. Et que, effectivement, la Nouvelle-France répond à celles et ceux qui fantasment l'ancienne France, qui imaginent que l'ancienne France, c'est la France blanche, qu'on se le dise très clairement, et que la Nouvelle-France, c'est la France des Noirs et des Arabes. Et qu'à un moment donné, il faut choisir son camp. Ben moi, je trouve ça dangereux. Je trouve ça vraiment dangereux pour la cohésion nationale. Je trouve ça dangereux pour l'avenir de nos enfants. Donc, oui, je pense que les municipales, moi, elles n'ont pas du tout été à la hauteur. Et franchement, je trouve ça regrettable pour l'image qu'on a montrée aujourd'hui à notre jeunesse et au monde, j'ai envie de dire, de ce qui était possible que d'être élu. Moi, j'aurais préféré que sur les nouveaux élus, comme on les appelle, eh ben, on parle de leur ancrage territorial, qu'on parle de leur expérience, qu'on parle du fait que de base, c'est pas des politiques. Donc, ils n'ont pas suivi de formation politique. C'est des gens, la plupart d'ailleurs, issus de l'associatif. Et donc, de parler de cette nouvelle ère en disant qu'aujourd'hui, pour faire de la politique dans le sens large du terme, c'est bien d'avoir une envie, un projet qui émane du terrain et qui monte. Ça, moi, j'aurais trouvé ça hyper intéressant parce que ça aurait permis aussi de montrer à tout à chacun que c'est possible. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas juste des postes qui sont réservés à certains, que certains ont le droit à la parole et pas d'autres. Et donc, on aurait été dans quelque chose d'un peu plus large. Là, ça n'a pas du tout été le cas. On est en train de continuer à diviser la société, on est en train de continuer à cliver avec une parole qui est complètement désacralisée, où aujourd'hui, tout le monde peut tout dire. Et en fait, effectivement, c'est violent. C'est violent, je trouve que ça n'a pas de sens et que c'est carrément pas productif. Arnaud, que direz-vous qui a intérêt en fait à opposer ces jeunesses aujourd'hui? Alors juste pour apporter soit un complément, soit une nuance. Je pense que tu parlais de Bali-Bakoko, par exemple, on pourrait parler d'autres. C'est presque à leur corps défendant, en fait. C'est-à-dire que le fait qu'on a essentialisé, c'est pas de leur fait à eux. Enfin, c'est peut-être ce que tu as voulu dire. C'est pas du tout la question. C'est le discours c'est le discours politique de certains, c'est le discours de certains médias. Je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, qui, je répète, à leur corps défendant, les a un peu réduits, en tout cas, à leur couleur ou à leurs origines. Mais c'est peut-être ce que tu voulais dire, je pense. C'est clairement ce que j'ai dit. Mais ça n'a pas été, en tout cas, leur volonté, eux, de se présenter comme ça. C'est pas la question. La question, c'est pas est-ce que ça a été leur volonté ou pas. La question, c'était de se dire, est-ce qu'au niveau médiatique ou politique, aujourd'hui, le débat était à la hauteur? Ma réponse est non, puisqu'aujourd'hui, justement, sur les résultats ou sur une élection telle que, par exemple, à Saint-Denis, mais on va décoller un peu de Bali, si on va à La Courneuve,
c'est la même chose. Ou si on va au Blanc-Ménil, la réalité, c'est qu'au lieu de parler de ces élus ancrés terrain, on a parlé du fait qu'il y avait des nouveaux visages, pour pas dire on a des élus noirs. Et je dis, c'est pas à la hauteur. Parce qu'une fois de plus, on est sur de l'essentialisation et qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas été élus parce qu'ils sont noirs. Et heureusement, j'ai envie de dire, ils ont été élus parce qu'ils avaient un projet, parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils sont sur le terrain. Et donc, on n'a pas parlé de ça. C'est ça que je reproche, moi, justement. Mais ça n'a pas été à la hauteur, justement, par rapport au discours de certains politiques ou de médias sur le terrain. Après, moi, j'habite pas Saint-Denis, mais je pense que le débat était à la hauteur au niveau local. Et qu'après, le traitement médiatique et le traitement politique... On revient à la question du traitement, à la nationalisation, effectivement, du débat. Tout à fait. Ouais. Et pour répondre rapidement, du coup, j'ai déjà parlé sur votre question, sur qui a intérêt, je crois, à opposer, c'était votre question. Je veux dire, c'est un peu démago ce que je vais dire, mais c'est à des visées électoralistes. Je pense qu'on est dans une situation tellement complexe. Alors, je ne sais pas si elle est plus complexe qu'auparavant, mais je pense que peut-être que les gens acceptaient un peu plus de complexité à l'époque, que le débat, les sujets sont de plus en plus complexes, et je veux dire, la réussite va aux candidats, aux politiques qui simplifient un peu le discours et qui simplifient un peu la vision des choses. Donc, quand on divise les tours d'un côté, les bourgs de l'autre, c'est en tout cas, alors à des fins de division certes, mais à des fins en tout cas d'explication un peu schématique de la situation actuelle, à des fins électoralistes. Voilà. Et ce qui est sous-entendu dans ce discours, c'est aussi qu'en fait, l'argent qui va être mis dans les quartiers ne sera pas mis ailleurs, donc dans le reste des pays, dans la ruralité. Et là-dessus, j'aimerais qu'on s'arrête un petit moment. Peut-être que Youssef Benhamar, vous pouvez nous en dire un mot. Est-ce qu'il y a vraiment une mise en concurrence des moyens de l'État entre quartier et ruralité? Est-ce que ça a du sens, ce débat-là? Je crois que c'est un faux débat dans un premier temps, et souvent l'argument premier qui ressort par rapport à cette thématique-là, c'est on a déjà mis beaucoup d'argent dans les quartiers prioritaires, et à quoi bon, parce que les conséquences restent les mêmes. Moi, la première des réponses que je donnerais, c'est que non, je pense qu'on n'a pas mis assez encore dans les quartiers populaires, parce que sinon les problématiques ne seraient plus là. Moi, je pense qu'effectivement, une des questions qui n'est pas assez abordée sur cette problématique-là, c'est la question de la nuance. Et je crois qu'on est dans une société qui est de plus en plus feignante, ou en tout cas qui ne veut plus réfléchir intellectuellement. Et quand on ne veut plus réfléchir, c'est tellement simple d'avoir des visions très manichéennes des choses. C'est confortable aussi. Effectivement, c'est confortable, que ce soit le politique ou le médiatique. Et je dirais que c'est aussi vendeur aussi d'avoir, je dirais, deux choses qui s'opposent de manière aussi simple. Et donc les moyens qui sont mis derrière, effectivement, ne sont pas en corrélation avec les problématiques. Et ça permet de se défausser, de se décharger des responsabilités politiques, et notamment celles et ceux qui sont à la croisée de ces deux mondes. Est-ce que c'est un discours que vous avez vu émerger, justement, cette opposition entre financement des quartiers et financement de la ruralité? Tout à fait. Si vous me permettez, je veux juste rebondir sur la question des municipales, bien sûr, qui me tient beaucoup à cœur. Donc déjà, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Arnaud Platel sur vraiment la nationalisation des thématiques qu'il y a eu lieu pour ces municipales. Donc pas à la hauteur, en fait, des enjeux locaux. Pas à la hauteur, mais surtout en fait déformante par rapport aux problématiques du terrain. Bien sûr, la sécurité est une vraie préoccupation, et était la réelle préoccupation numéro 1 des Français pour ces municipales. Mais quand on s'attarde un peu plus et qu'on regarde par commune, et on l'a dit, presque 90% des communes qui sont rurales, et dans ces 90% de communes, la préoccupation numéro 1, c'est l'accès aux services publics. Une thématique qui a été très absente, et ça c'est vraiment malheureux. Et notamment quand on parle de ces services publics, on regarde un peu plus finement ce qui dans ces territoires, c'est la problématique des écoles, c'est la problématique aussi de l'accès, de la mobilité des personnes âgées, qui revient de manière forte. Et ça, les maires, moi je connais plein d'exemples de maires qui mettent en place des solutions absolument incroyables dans les territoires, très peu coûteuses, et qui se basent aussi sur la solidarité pour répondre à ces questions. Et pour revenir maintenant à l'enjeu de plus économique et de disparité territoriale, donc nous, ce qu'on étudie, c'est l'opinion. Et en termes d'opinion, ce qui est clair, c'est qu'il y a un ressentiment qui est très fort
de la part des ruraux envers les urbains sur les questions économiques. C'est-à-dire qu'il y a près de 80% des ruraux qui disent qu'il y a trop d'argent qui est attribué aux villes par rapport à ce que les campagnes contribuent à l'argent national. Alors ça, est-ce qu'il y a une réalité ou pas derrière ? C'est très compliqué à dire. En fait, il y a vraiment des débats d'économistes sur ce sujet. Par exemple, il y en a certains qui vont dire, en effet, les zones rurales, elles ne touchent pas assez, parce qu'en fait, la contribution qu'elles reçoivent, c'est par rapport à leur nombre d'habitants, sauf que ça ne prend pas en compte les kilomètres carrés. Donc, par exemple, il y a des communes où on va avoir 2000 habitants, mais ça fait la taille de Paris. Et donc, elles vont recevoir très peu d'argent. Et aussi, par rapport à toute, aujourd'hui, la réorganisation des taxes foncières et des taxes locatives qui a pu avoir lieu, ça a beaucoup de conséquences sur ces territoires. Mais encore une fois, il n'y a pas de réponse exacte. Juste si c'est possible, pardon, Ségolène, répondre du coup aux deux en même temps, en tout cas aller dans la continuité, sur la question justement aujourd'hui on revient toujours à la même chose, c'est les clichés. Ce qui pose aujourd'hui sujet par rapport à ces deux territoires, c'est comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que quartier c'est assistanat. Ce qui n'est pas le cas au niveau de la ruralité. Le collègue disait tout à l'heure, moi je pense qu'il faut mettre plus de moyens. Mais déjà, c'est même pas forcément... Quand on dit qu'il faut mettre plus de moyens, on laisse l'impression, on donne l'impression en tout cas, qu'il y a de l'argent. La réalité, c'est que quand on regarde au niveau des chiffres, si je dois juste donner mon département, l'Essonne, on sait que dans les quartiers prioritaires, il y a 25, on est moins bien lotis que par exemple sur Paris, de 25% en moins. C'est-à-dire au niveau de l'éducation, au niveau de la sécurité, en termes de services publics. Donc, quand on dit aux gens, il faut mettre plus de moyens, on a l'impression effectivement qu'on est déjà au max de ce qu'on devait percevoir et qu'on en demande plus. C'est pas la réalité. La réalité, il faut mettre autant de moyens que exactement. La réalité, dans une ville c'est comme qu'il Paris. faut juste qu'on ait autant de moyens partout. Effectivement, c'est la question des opportunités, aussi de l'égalité aujourd'hui des chances du territoire, si on doit rentrer là-dessus, mais pas de se dire on veut plus. C'est qu'à un moment donné, juste si on avait le minimum, c'est-à-dire des services publics compétents, aujourd'hui efficaces dans nos territoires, on serait peut-être pas aujourd'hui en train d'avoir ce genre de débat où on se demanderait d'avoir plus d'argent. Et concernant la ruralité, aujourd'hui, les appels à projets, notamment, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient régionaux, aujourd'hui mettent au même niveau la ruralité et les quartiers prioritaires. Ça veut dire que quand on répond à un appel à projet pour aller chercher un financement en lien avec l'éducation, la solidarité ou autre, tout le monde peut y prétendre. Donc, en vérité, oui, c'est un faux débat. On a laissé sous-entendre aux gens que... Ça, c'est nouveau, ça ? C'est nouveau. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je sais que depuis 2014... Donc avant, chacun était dans son couloir. Avant, effectivement, il y avait des financements bien arrêtés pour la ruralité et des financements bien arrêtés pour les quartiers prioritaires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Moi, juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, et je partage, et peut-être pour remettre une pièce dans la machine, ça pose très clairement la question du droit commun et des politiques plus spécifiques, et notamment en l'occurrence de la politique de la ville, où effectivement, on prend souvent la question de la politique de la ville, je dirais, comme quelque chose de miroir, et en gros, on dirait, vous avez vu tout ce qu'on fait pour la politique de la ville, mais la politique de la ville est uniquement un outil spécifique de réparation pour les quartiers prioritaires. Mais tant que la question du droit commun n'est pas posée, et effectivement, vous faisiez référence à Paris, etc., et à quel moment on replace le curseur sur la question de l'égalité, on mettra sans cesse, je dirais, la question de la politique de la ville en disant, mais on met des moyens, des milliards, etc., et c'est un débat sans fin sur ces questions-là. Donc la question des moyens, pour moi, c'est aussi la question du droit commun, et effectivement, ça a été dit par beaucoup d'entre vous, la question du service public, qui pour moi est un outil déterminant pour la question de l'égalité. Qu'on n'a pas encore abordé, mais je pense que c'est un des points aussi vraiment commun entre ces territoires. Vous parliez de la désertion des services publics. Vous en avez parlé dans une tribune. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot à l'échelle de Plomelin ? Et ensuite, on en parlera peut-être à l'échelle d'un quartier, pour qu'on comprenne les similitudes, en fait. Tout à fait. Alors, je vais te parler de services publics au sens large, dans l'expérience que j'ai vécue. Bon, il se trouve que je suis élu d'une commune qui a perdu son bureau de poste, qui ensuite, ce qu'on appelait donc un relais poste, a été récupéré par une épicerie qui a fermé, elle également. Ce relais poste qui s'est retrouvé dans un bar-tabac, comme on voit de plus en plus dans beaucoup de communes. On avait 2 banques, on en a commencé par en perdre une, on a ensuite perdu la deuxième. On a espéré garder le distributeur automatique de billets qui est parti aussi. Donc quand je parle de service public au sens large, voilà tout ce qui fait aussi le ressentiment des gens sur l'accès, public ou pas, en tout cas aux différents services. Donc après, je veux pas avoir un discours misérabiliste aussi. Je pense que, en tout cas, je parle pour les ruralités. C'est-à-dire que ce qu'on voit aussi, ce que je parlais de l'épicerie ou du bar-tabac, c'est-à-dire qu'on s'est pallié aussi à ce retrait.
Dans une certaine mesure. C'est-à-dire que là, par exemple, on a perdu notre distributeur automatique de billets, ce qui est, entre guillemets, un drame quand même, dans une commune comme ça. Je sais bien que les gens utilisent de moins en moins le liquide, mais vous avez certains événements qui exigent du liquide, justement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous prenez votre voiture si vous en avez une. Alors, il se trouve que la commune a mis en place un van qu'on peut louer et qui se déplace dans la commune... Okay. Dans la commune limitrophe en tout cas. Donc voilà quelque chose en tout cas qui est pas bon pour la planète, parce que ça demande d'utiliser un véhicule. Mais voilà tous ces petits effets comme ça qui créent du ressentiment, mais et là je vais avoir un discours positif parce que je pense qu'il faut pas non plus avoir un discours misérabiliste. C'est que on sait aussi pallier à tout ça. Je veux dire, voilà, donc comme je disais, c'est l'épicerie ou le bar tabac qui récupère le relais poste, c'est le voisin, parce qu'on parle aussi de problématiques communes, mais je pense qu'entre les quartiers populaires et les ruralités, il y a des valeurs communes aussi, Excusez du cliché peut-être, mais la solidarité, bon ben voilà, je vais à Pluguffan dans la commune à côté, est-ce que ça te dit que je te ramène ci ou ça, ou même que je te retire de l'argent? Donc voilà comment en tout cas, pour avoir un discours positif là-dessus, ce retrait, certes, qui conditionne du ressentiment. Et je pense beaucoup, on dit souvent que le retrait des services publics et des lieux d'attractivité crée aussi le terreau du Rassemblement national. Je pense qu'il crée surtout le terreau de l'abstention électorale. Et là-dessus, voilà, on sait aussi pallier à ça. Et ces valeurs-là qu'on retrouve redonnent aussi peut-être goût à la vraie politique. Moi, je pense qu'à force de pallier, la société a perdu la main. Parce que oui, il y a des valeurs communes, celles où aujourd'hui, que ce soit dans la ruralité ou dans les quartiers prioritaires, effectivement, eh bien, il y a de la solidarité, il y a de l'entraide, on sait faire. Oui, on sait faire. Mais le problème dans le « on sait faire », c'est chacun pense bien faire. Et donc, on n'est plus sur quelque chose de commun, justement. On est sur chacun essaye à son niveau. Et donc, c'est pour ça que d'un territoire à un autre, on n'apporte pas les mêmes réponses. Et moi, je pense que justement, c'est le rôle de la société de faire en sorte qu'on soit tous logés à la même enseigne et qu'on avance ensemble. Après, par la suite, ça n'empêche que chacun d'entre nous, on va continuer à construire autour de tout ça. Mais il faut déjà quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui pose problème aujourd'hui, le vrai problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est qu'effectivement, on a permis, le fait d'avoir perdu la main un peu partout, on a permis aux uns aux autres aujourd'hui de se renfermer sur eux-mêmes. Et c'est à ça qu'aujourd'hui, on est confronté aujourd'hui. Je ne pense pas que les choses se soient faites de manière naturelle. Je pense que ça s'est construit. Je pense qu'on a construit la division, en réalité, puisqu'on a laissé faire, et un jour, on s'est réveillé en disant « mince, on a perdu des générations et on ne sait plus comment faire ». Eh bien, c'est le problème de fond, il est celui-là. Et le désengagement, notamment quand on parle d'éducation, parce que je rejoins aussi le collègue par rapport à ça, l'éducation, c'est primordial. Et le fait de se dire qu'il y a des établissements où les profs ne sont pas remplacés pendant 3 mois, pendant 4 mois, et que soit c'est quand on a la chance d'être dans une famille où on a des parents qui peuvent nous aider à faire les devoirs, ou qu'on a des grands frères et des grandes sœurs, c'est pas la réalité de tout le monde, ça. C'est pas la réalité de tout le monde. Et la réalité aujourd'hui, au niveau sanitaire, si on doit parler du soin, le soin, la santé, c'est quand même le premier frein aujourd'hui d'accès à l'emploi. Tout le monde pense que c'est la formation. Non, c'est la santé. Après, c'est la mobilité et en 3e position seulement, on parle de formation. Donc, on se doute bien qu'aujourd'hui, en termes d'opportunités, on n'est pas tous logés à la même enseigne et qu'on n'y arrivera pas. Donc, revenons, je pense, déjà au b.a.-ba, c'est-à-dire effectivement celui de l'accès aux droits communs pour tous. Et pas juste se dire, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, parce qu'on arrive à trouver des solutions. Non, je pense qu'effectivement, on est bon dans la solidarité, dans le partage, dans le travail à l'intérieur. Parce que moi, quand j'entends dire qu'au niveau des quartiers, c'est l'assistanat à outrance, on n'a jamais vu autant de travailleurs que dans nos quartiers. Tous les travaux, justement, tout le travail aujourd'hui un peu ingrat, où il faut se lever tôt, où il faut se coucher tard, où il faut travailler, on sait bien que c'est dans les quartiers prioritaires qu'on les trouve. Donc, Clémentine, je voulais vous interroger là-dessus, parce que vous travaillez beaucoup justement sur ce récit commun. Quels sont les leviers que vous avez observés du récit commun aujourd'hui en France ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Donc en effet, nous avons mené une grande enquête en janvier, qui est sortie en janvier, sur la fierté française et qu'est-ce qui rassemble aujourd'hui. Et c'est marrant, ça fait beaucoup écho à ce qu'on se dit aujourd'hui de ce qu'on a en commun dans les différents types de territoires. Et la première chose, c'est justement d'être fier d'être français. C'est 8 Français sur 10 qui sont fiers de l'être. Et cette fierté, en fait, elle a plusieurs dimensions. La première, c'est la dimension du patrimoine, c'est-à-dire justement
la diversité des cultures régionales, le patrimoine naturel, le patrimoine aussi au sens de la pierre, de la culture qui est extrêmement partagé et qu'on peut retrouver en fait partout en France, à Saint-Denis comme à Pleumeur ou à plein d'autres communes. Et la deuxième dimension, c'est celle justement des valeurs. Et c'est ce qu'on se dit là, c'est se dire la France, c'est la France des Lumières, la France d'un idéal, la France de la liberté, égalité, fraternité. C'est souvent une dimension de la fierté qui est un peu blessée, où il y a un sentiment de gâchis aujourd'hui. On a l'impression, c'est pas forcément un déclin inéluctable, c'est plutôt la France a un gros potentiel et aujourd'hui ce potentiel-là, malheureusement, l'est mal exploité. Et je pense que également cette fierté aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'elle traverse tous les territoires, elle traverse toutes les générations et toutes les sensibilités partisanes. Donc après, pour mobiliser ça, je pense que ça se fait à la fois dans des choses très quotidiennes, c'est-à-dire qu'on sent que les Français ont une grande appétence pour la fête, et notamment, d'un aspect territorial, pour les fêtes de village. Ça, c'est quelque chose qui est énormément revenu dans nos groupes de discussion avec les Français, c'est le besoin de se rassembler. Ce qui existe aussi beaucoup dans les quartiers. Exactement, il faut le préciser. exactement, c'est ça. Et les fêtes de quartier aussi, c'est beaucoup revenu. Et l'idée, en fait, on va tous danser sur les mêmes chansons. On a un patrimoine aussi culturel commun qui est extrêmement fort. Je voulais vous entendre sur ce récit commun, cette fierté d'être français. Est-ce que vous la percevez dans la jeunesse que vous accompagnez aujourd'hui ou est-ce qu'elle la percevez autrement que dans ce discours-là ? Moi, je la perçois vraiment. Après, effectivement, elle n'est pas dite, ou en tout cas, elle n'est pas conscientisée directement, ou en tout cas intellectualisée, là en l'occurrence par la jeunesse, mais d'une manière plus générale. Pour répondre à cette question-là, moi je pense que, mais ça revient un petit peu sur ce que vous venez de dire, c'est la question notamment de l'éducation populaire. Moi, je crois beaucoup à toutes ces structures et je pense qu'on est bien placé ici même pour, effectivement, pour en parler. Toutes ces structures qui manquent de moyens, très clairement. Encore une fois, vous allez dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup sur les moyens, mais effectivement, on a abandonné beaucoup les structures d'éducation populaire, que ce soit les centres sociaux, que ce soit les maisons rurales, que ce soit les MJC. Je travaille dans une MJC, dans une maison de jeunes et de la culture. Et je crois que tous ces équipements-là peuvent permettre à un moment donné de créer du lien. Vous avez référence à la fête, mais je crois beaucoup au culinaire, par exemple aussi. Je crois beaucoup à la musique, je crois beaucoup aux rencontres et aux fêtes interculturelles qui existent ici et là. Et je crois qu'il va falloir qu'on revienne, je dirais, à tous ces outils-là d'émancipation à travers ces structures qui nous permettent, au-delà du vivre ensemble, parce que moi, je pense que c'est un mot qui est galvaudé, le vivre ensemble. Les gens n'ont pas le choix, dans les quartiers prioritaires ou en milieu rural. Ils vivent ensemble de fait, ils habitent là, ils vivent ensemble. Par contre, moi, je crois beaucoup à l'idée du faire ensemble. Et je crois que lorsqu'on a cette approche du faire ensemble, on peut bousculer beaucoup de choses, mais il faut des outils, et les outils communs, je pense qu'ils existent et il faut leur donner les moyens. Et encore une fois, le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui est révélateur de beaucoup de choses. Mais il faut des lieux aussi qui mélangent les populations. Et là, vous êtes, à la tête d'une MJC. J'imagine qu'il n'y a pas forcément beaucoup de jeunes de la ruralité qui viennent. Comment vous essayez de brasser ? Parce que chacun est un peu dans son couloir, non, dans ces cas-là. C'est encore un cliché. On pense souvent que les MJC sont uniquement issus des quartiers prioritaires, mais il y a beaucoup de MJC qui sont en milieu rural. Et donc, ça permet de... Mais qui brassent donc les populations. Bien sûr, moi je prends l'exemple de la MJC sur Le Mans. Et effectivement, on crée des liens avec d'autres MJC avec laquelle nous sommes en confédération. Et donc, des liens existent entre la jeunesse du rural et de l'urbain, à travers notamment, là en l'occurrence, de la musique, et notamment sur des liens à travers des festivals, etc. Et je crois beaucoup, moi, à cette idée-là, quoi. Et juste pour compléter, le commun, ce n'est pas qu'un récit, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que là, quand on parle de cette fracture territoriale, on a demandé aux Français quelles sont les divisions qui sont les plus importantes. Et la division entre la campagne et la ville, elle n'arrive que 5e. Elle n'est citée que par 20% des Français. La première, ce qui est citée par 59% d'entre eux, c'est les pauvres contre les riches. Donc déjà, c'est une autre façon de raconter l'histoire qui est là. Et ensuite, donc, en effet, ce récit de division de la société, d'archipélisation, il est extrêmement fort. Mais quand on regarde, là, on a beaucoup parlé des différences, mais ça ne veut pas dire division forcément, ça ne veut pas dire fracture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France, elle est encore capable de se parler à plein d'endroits, et elle est capable aussi d'aspirer aux mêmes choses. Et quand on demande aux Français les adjectifs qu'ils souhaiteraient pour que la France incarne dans les 10 prochaines années, en ruralité comme à la ville, les 3 premiers, c'est respectueuse de l'environnement, humaine et juste.
Donc ça nous dit qu'on a un idéal commun dans lequel on peut arriver et c'est une source de récits communs qui est extrêmement fort. Sur la France, il y a encore en capacité de se parler. Moi, je ne suis pas aussi catégorique. Je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, c'est tendu. Honnêtement, j'allais dire, est-ce que le racisme, justement, et les tensions dire la même identitaires chose. sont-elles pas un frein à ces Moi, combats je communs pense que si. pour quand même coller à une réalité actuelle de discours qui prolifèrent? Sincèrement, moi, je pense qu'aujourd'hui, la parole, elle est plus aussi fluide qu'elle a pu l'être. Le pays, aujourd'hui, est clivé. Les gens ont peur. On n'a pas assez parlé de la peur. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on se redoute. On se redoute très clairement. C'est plus aussi tranquille, c'est plus aussi simple. Même se dire bonjour devient compliqué aujourd'hui. On est dans le soupçon permanent. Donc non, on a besoin aujourd'hui encore plus qu'hier de créer justement des activités, des actions de rencontre, des lieux de rencontre, de pouvoir échanger, de pouvoir se parler, puisque ce n'est plus aussi naturel. Et moi, je pense que justement, quand je parlais tout à l'heure de perdre la main, la majorité des Français, et je le dis sans chiffres, mais je reste persuadée de ça, c'est que le pays n'est pas un pays aujourd'hui où les gens sont racistes. Moi, on n'arrivera pas à me faire croire ça. Même si aujourd'hui, au niveau médiatique, on n'arrête pas de nous coller des chiffres pour nous faire peur en nous expliquant qu'il y a une montée aujourd'hui de l'extrémisme. Moi, je ne crois pas en ça. Je pense sincèrement que les gens ont peur, que les gens sont fatigués, qu'aujourd'hui, sérieusement, les frigos sont vides. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi de la réalité de la précarité et que parfois, c'est plus facile de se dire que c'est à cause de l'autre. Donc oui, c'est plus facile pour certains de se dire « moi, je paye des impôts ». Je travaille 70 heures par semaine et je n'arrive pas à joindre les deux bouts alors que mon voisin, lui, ne travaille pas. Visiblement, tout est gratuit et donc je vais lui en vouloir. Ça crée de la frustration, ça engendre ça et la frustration engendre la haine. Et on en est arrivé là aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je pense que c'est important de nommer les choses, de dire les choses et de les accompagner, d'ouvrir aussi nos portes parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, je l'ai dit tout à l'heure de manière très ironique, qu'il y avait le mur de Berlin entre mon quartier et le monde rural avec lequel j'ai échangé. La réalité, c'est que si on ne se rencontre pas, chacun reste dans son propre schéma, dans ce que lui pense être, sans avoir... Donc, il faut aujourd'hui reprendre la main parce que je pense que c'est primordial et se dire, on va laisser personne choisir à notre place. La fierté française, oui, mais moi, je pense que la fierté française, ça ne se décrète pas. Ça s'accompagne, ça s'explique. Moi, je sais aujourd'hui que depuis 20 ans, je suis sur le territoire et que je travaille avec différentes jeunesses et je leur dis pas, vous avez une injonction de dire que vous êtes fiers d'être français. Parce que si vous le dites pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ou si vous chantez pas la Marseillaise, c'est que vous avez aujourd'hui la haine du pays. On peut dépasser tout ça à un moment donné? Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans tout ça et expliquer à notre jeunesse c'est quoi être français? Parce que ça fait partie de ce qu'on n'a pas nommé depuis tout à l'heure, mais il y a une division autour de ça. Quand on a commencé à parler des Français de papier et des Français de souche, on a commencé à cliver. La réalité, c'est qu'on a divisé à ce moment-là. Donc, à ces mêmes enfants issus de l'immigration, première, deuxième, troisième génération, peu importe, à qui on dit que vous êtes des Français de papier ou des enfants issus de l'immigration et que vous devez aujourd'hui vous intégrer à votre pays, à ce qui devrait être en tout cas votre pays, on a la même injonction en leur disant quand vous vous levez le matin, on souhaiterait que vous chantiez la Marseillaise pour être sûr que vous êtes bien français et que vous le reconnaissez. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La réalité, elle est celle-là. Bien sûr qu'aujourd'hui, les jeunes qu'on accompagne au quotidien, ils sont hyper fiers. Il suffit juste de voir, quand ils vont dans leur pays d'origine, ils peuvent pas y rester plus d'un mois. Parce qu'ils sont vite rappelés à la réalité du territoire. Parce que ça passe par le culinaire, parce que ça passe par le patrimoine, parce que ça passe par tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, notre réalité de terrain. Elle est celle-là. On ne le dit pas suffisamment. Mais je pense que aussi tout ce qu'on peut entendre de violent, de clément, qui divise aujourd'hui, prend beaucoup trop. Il y a trop d'écho. Il y a beaucoup trop d'écho et on a l'impression en fait que parce qu'ils font le plus de bruit, c'est qu'ils ont raison. Bah non, ils n'ont pas raison. Sur nos territoires, ils n'ont pas raison. Moi, je suis aujourd'hui en centre éducatif renforcé. J'ai des jeunes des quartiers. Marseille, Lyon, Bourg-en-Bresse, Seine-Saint-Denis, qui aujourd'hui participent à toutes les commémorations, aux côtés du maire et aux côtés des agriculteurs. Je ne connais pas beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui soient parisiens ou autres, qui participent aux commémorations. Mais pourquoi? Parce qu'on a fait tout un travail autour du sentiment d'appartenance à la nation, en leur expliquant... Et quel écho a-t-il justement ce discours-là? Quel écho a-t-il auprès de la jeunesse? Au niveau de la jeunesse, ils se disent, et d'ailleurs c'est très drôle, parce que alors, moi je suis là en ce moment en Isère, quand ils arrivent la première fois, ils me disent « Ah c'est marrant, en fait les gens ils sont pas racistes ici ». Et je leur réponds, ben non, mais parce qu'en fait, arrêtez d'imaginer que tout le monde est facho. C'est aussi ce que vous allez renvoyer.
C'est ce que je leur dis. Si vous arrivez au quartier et que vous êtes en train de hurler, que vous parlez mal, que autre, eh bien forcément, les gens en face de vous vont vous regarder. Vous allez penser qu'ils vous regardent parce que vous êtes noir, arabe, chinois ou je ne sais quoi. Non, c'est juste parce qu'en fait, vous faites du bruit. Et que dans les codes qui sont les vôtres aujourd'hui, ce ne sont pas les codes, j'ai envie de dire, de la société. Mais sauf que paradoxalement à ça, on leur demande aujourd'hui d'entrer dans des codes qui n'ont jamais été expliqués. Parce qu'en vérité, chacun a ses propres codes. On va en ruralité, ils ont leurs codes. On va dans un quartier, il va avoir des codes. Et d'un quartier à un autre, on n'aura même pas les mêmes codes. Puisque chacun en réalité... Et la réalité, c'est qu'après, il y a les codes de la société. Et l'école, normalement, devait faire ce travail-là, justement, d'expliquer quels étaient les codes de la société qui permettent à tout à chacun de cohabiter. Parce qu'il y a le vivre ensemble, mais il y a la réalité, c'est qu'on cohabite. Parce que personne n'est pareil. Même dans les quartiers, les gens sont différents. Quand on parle des gens de quartier, on a l'impression que tout le monde pense pareil, tout le monde vit pareil, tout le monde fonctionne pareil. Non, même dans nos quartiers, c'est des individus à part entière. Et justement, pour avancer aujourd'hui, il faut arrêter de penser territoire, d'imaginer qu'en ruralité, on pense comme ça, et que dans les quartiers, on pense comme ça, mais revenir au b.a.-ba, à se dire on est dans une société avec des individus différents, qui ont des besoins différents et qui évoluent différemment. Arnaud Platel, est-ce que vous avez étudié un petit peu cette question-là? Est-ce qu'il y a des initiatives qui vous ont paru sortir un peu du lot et réussir à créer cette espèce de communauté de destin entre ruralité et quartier aujourd'hui? Alors, juste avant de répondre, je rebondis sur ce que disait Mama rapidement. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Alors, c'est pas une réponse de breton, c'est une réponse de normand. Alors, je suis pas d'accord sur le fait quand tu dis, par exemple, que c'est de moins en moins fluide les relations. Je pense qu'au contraire, elles n'ont jamais été aussi fluides. Pour autant, là où je suis, c'est-à-dire parce que la parole se libère. Alors non, c'est parce qu'avant, je pense qu'il y a quand même plus de lieux d'interconnaissance et de rencontres entre ces deux types de territoires, ces deux types de populations, si on peut les schématiser comme ça. Je pense qu'il y a quand même une progression là où à une époque, je ne vais pas remonter au Moyen-Âge, mais où les gens vivaient vraiment chez eux et ne rencontraient pas du tout l'autre. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a quand même une progression. Pas d'accord, mais c'est pas grave. D'accord, pas grave. Non, mais c'est ça le but. Là où je suis d'accord, tu vois, je peux être d'accord aussi, c'est que, en effet, et c'est là où je diverge un peu, c'est que, certes, faire la fête ensemble, mais je suis pas sûr que, là aussi, si on prend un peu de façon manichéenne, ruralité, quartier populaire, je suis pas sûr que les gens, certes, ils veulent faire la fête et se rassembler, mais je suis pas sûr qu'ils la font ensemble entre ces deux types de territoires. Je pense que ça peut marcher s'il y a justement une structure de médiation ou quelque chose qui pousse à cette initiative, mais de même, les gens vont pas forcément faire la fête parce que je continue à penser, c'est là où je suis assez d'accord, c'est que ils continuent à vivre, je pense, quand même dans leur couloir. Donc d'où l'importance, et j'en viens justement à votre question sur les initiatives, il faut en effet, alors, sur des initiatives qui créent du commun, alors, il y a des initiatives, il y a des politiques publiques qui le permettent, mais qui ne sont pas suffisantes, en tout cas qui ne vont pas assez loin. Moi, je pense que pour créer du récit commun, je vais casser l'ambiance, je pense qu'il faudra aussi quelque part quand même une part de contrainte sur ces initiatives. Je prends deux termes, oui. deux thèmes, deux politiques publiques. Le logement d'abord. Il y a des élus ici, il y a beaucoup de communes qui ne respectent pas ce qu'on appelle la loi SRU, les 20% ou les 25% selon les territoires de logements sociaux sur leur commune ou sur leur intercommunalité. Je pense qu'il va falloir sortir un peu plus, peut-être le bâton, là aussi. C'est-à-dire que ces communes qui ne respectent pas et qui payent des pénalités, beaucoup sont prêtes à payer beaucoup de pénalités pour ne pas avoir des logements sociaux sur leur territoire. Je peux comprendre la question de l'acceptabilité sociale. On n'a pas envie sur notre territoire, parce que c'est le discours qu'on entend aussi dans beaucoup de ruralités, de gens qui s'estiment bienveillants et tolérants. Ils vont dire ce qu'on dit en Angleterre, « not in my backyard », c'est-à-dire « ok, d'accord, mais pas dans mon jardin, pas à côté de chez moi ». Et beaucoup de maires ou d'élus locaux qui justement ne veulent pas aller contre leur population, qui ne vont pas aller respecter cette loi-là, parce que justement, ils ne veulent pas... Toujours très électoraliste. Alors, je ne dirais pas électoraliste, je dirais qui colle aussi au sentiment de leur population. Voilà. Donc je pense que là-dessus, premièrement, je ne vais pas être plus long, mais il faudra aussi une part de contrainte sur le respect
Sur les moins de 25% des logements, mais et sur ceux aussi qui ont 80% de logements Exactement, il sociaux va sur falloir leur territoire. davantage compenser, parce qu'à l'inverse, ça veut dire que ceux qui ne respectent pas, ils sont compensés de façon disproportionnée sur d'autres territoires aussi, en termes de logements sociaux. Donc, premièrement, cette part de contrainte sur l'obligation de respecter la loi, parce que c'est comme ça aussi qu'on va mettre des tours dans les bourgs, et puis, en tout cas, rapprocher, on parle de mixité sociale, mais de mixité aussi territoriale. Et je conclus par là. La deuxième chose, il va falloir aussi avoir une part de contrainte, et tu l'as dit sur la question de l'école, c'est aussi tous ces gens qui truandent la carte scolaire. Il y a des gens qui ne veulent pas aussi, désolé pour ce langage un peu cru aussi, dans certains territoires, je ne parle pas du mien, je parle en général qu'on peut entendre, ne pas avoir leurs enfants qui côtoient aussi certains enfants de quartiers populaires. Alors, c'est pas le fait, c'est pas dit comme ça, qu'ils veulent pas avoir des enfants qui côtoient des autres enfants des quartiers populaires, mais qui ont cette image de « Ah, si on les envoie dans cette école-là, qui est dans un quartier populaire, il y a de l'insécurité et puis il y a de l'échec scolaire. » Je pense que là-dessus aussi, sur le respect de la carte scolaire, qui est un ferment de récits communs, c'est là où je suis positif aussi à partir de cette part de contrainte, c'est qu'il va falloir aussi peut-être sortir le bâton, mais je le dis de façon positive, pour un peu forcer aussi à ce que des populations, là aussi, mixité sociale, mixité territoriale. Quand je dis contrainte, ça s'accompagne, je dis dans le temps, en tout cas pour faciliter, accompagner ce récit commun et le mettre dans le concret aussi. Voilà des propositions concrètes. Youssef Benhamar, j'imagine que c'est des choses que vous avez peut-être observées. Vous parliez des collèges à Alonne Est-ce qu'il y a cette stratégie d'évitement des collèges de la ville? Bien sûr, il y a cette stratégie d'évitement et je dirais même qu'elle est alimentée aussi par le regard que l'un porte sur l'autre et vice-versa. Moi, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça rejoint un peu la thématique. Ce que j'ai pu dire en introduction, c'est que je pense qu'on est à peu près tous d'accord autour de la table, même s'il n'y a pas de table, autour de la ronde, pour dire que les problématiques ne sont pas forcément territoriales, ni culturelles, ni liées à l'identité. Et je crois que la problématique principale, elle est quand même sociale. Tout à l'heure, je faisais référence à la paupérisation, mais on a quand même deux territoires où la pauvreté et la densité de pauvreté est de plus en plus importante. Et je crois que c'est cette pauvreté qui amène toutes ces problématiques-là, ou en tout cas qui accentue toutes les problématiques. Et je dirais même que tant qu'on n'aura pas compris que c'est là-dessus où il faut à un moment donné pointer le curseur et en tout cas prendre ses responsabilités et pas fermer les yeux en se disant il y a d'autres causes qui impliquent les mêmes effets, où on sera en capacité à un moment donné de répondre aux vrais enjeux. Donc la France des tours et la France des bourgs serait un peu une diversion sur le vrai combat à mener sur une population plus pauvre face à une population plus riche, sur les inégalités. En tout cas, je vais ressortir de ce débat-là en me disant qu'effectivement, je pense que l'argumentaire, en tout cas, qui pense à dire que les questions sociales et sociétales doivent être, je dirais, au cœur des débats, effectivement, je confirme. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir aujourd'hui quand vous étudiez ces questions-là? Beaucoup de choses. À part les fêtes de village. C'est important. Moi, un chiffre qui m'a donné beaucoup d'espoir aussi dans notre étude sur la ruralité, c'est que 81% des Français disent qu'on devrait davantage s'inspirer de la ruralité pour penser les problèmes d'aujourd'hui, pour répondre aux difficultés de la France. Et je pense que les Français, sur ça, sont très conscients justement que dans les campagnes, ça fait un moment qu'on a appris à faire moins, à faire mieux, à faire ensemble. Encore un point commun avec les quartiers, Bien sûr. Notamment ici. Oui, et c'est une résilience en fait qu'on a envie de s'appliquer autrement. Et je pense aussi, là, on voit qu'émergent aussi des fois entre nous des conflits qui sont plus de l'ordre un peu idéologique que politique. Et quand les Français nous parlent aussi de cette inspiration des zones rurales, et les maires ruraux aussi auxquels je rencontre me parlent beaucoup du compromis, du sens du compromis dans ces territoires-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'est pas du même avis, on sait qu'on a des visions du monde parfois qui sont divergentes, mais on est capable de se mettre à bout d'un moment autour de la table et de trouver des accords très concrets. Et je pense que les Français aujourd'hui sont à la recherche de ça, à un point de vue aussi national, pour trouver des solutions entre les territoires, mais aussi sur de nombreuses thématiques. Un exemple peut-être à suivre pour nos politiques à l'échelle nationale. Une lueur d'espoir, vous, dans ces rapprochements entre les jeunesses, justement, ou même au-delà de la jeunesse, même des habitants des quartiers et la ruralité?
Ah non, mais moi j'y crois. Il y a un vrai espoir aujourd'hui pour la suite, parce que je pense qu'aujourd'hui on a une vraie volonté de donner la meilleure éducation, j'ai envie de dire aujourd'hui à nos enfants. Et forcer la mixité sociale, oui. Moi j'ai envie de dire plutôt forcer la réussite. Parce qu'en fait, la réalité, dans le fond, c'est que personne n'a envie de voir son enfant échouer. Les gens ne se disent pas juste, je ne vais pas mettre mon enfant dans les quartiers, dans des écoles de quartier, parce que c'est des jeunes de quartier à l'intérieur. Il y a aussi le niveau, aujourd'hui, scolaire dans certains territoires qui pose problème. Donc moi, je pense qu'effectivement, il faut surtout penser réussite dans le sens large du terme et de se dire, le jour où on arrivera effectivement à avoir dans les mêmes écoles un fils d'ouvrier avec un fils de médecin, mais surtout avec des professeurs qui sont aujourd'hui compétents, j'ai envie de dire, pour pouvoir éduquer des enfants qui peut-être n'auront pas cette chance d'avoir à la maison, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, quelqu'un pour leur donner du soutien scolaire en plus. Je pense qu'on aura réussi quelque chose. On aura réussi à se dire que l'égalité des opportunités, c'est permettre à tous les enfants de la République d'avoir une chance. Et là, je pense que l'ascenseur social redémarrera. Et pour vous, quel intérêt un politique peut avoir à parler à ces populations dans leur ensemble, en fait, aujourd'hui ? Parce qu'on a l'impression qu'ils ont plus d'intérêt à diviser que donc, à parler dans l'ensemble. Le jour où ils comprendront qu'ils ne sont pas écoutés, que ça ne marche plus. Moi, j'ai tendance à penser que... alors, c'est aussi très démago ce que je vais dire, mais que beaucoup de politiques, peut-être, font pas assez confiance en l'intelligence des Français. Et que peut-être, quand ils comprendront que nous, on a envie de se rencontrer, de créer des interconnaissances comme ça, de ce type de rencontres, je pense qu'ils arrêteront aussi peut-être de penser comme ça. Et c'est pour ça, là aussi, j'insiste sur ce que tu disais, sur ce qu'on appelle peut-être à tort les nouveaux maires. Je pense que davantage de représentation, lutter contre cette crise de la représentation avec des maires ou des élus, des politiques, comme vous dites, qui colleront davantage, aussi bien sociologiquement que socialement, que culturellement avec les Français. Je pense que là-dessus, on aura fait un grand pas aussi. Stop à l'essentialisation. Ah oui, non, j'ai pas du tout. Pas possible. Je parle pas d'essentialisation, mais de représentation. Et ce sera le mot de la fin. Désolé, c'est terminé. J'ai gagné. Merci à tous pour ce débat. On vous retrouve bientôt sur France 24.